Bienvenue dans cette dernière partie de l'analyse de Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Dernière partie donc qui porte sur la deuxième partie du film. On l'a vu, le film est d'une architecture symétrique entre la première et la deuxième partie, de temps à peu près égal et à l'opposé, comme une architecture en miroir entre les deux parties. Dans cette deuxième partie, du chapitre 8 à la fin, Cléo, on l'a vu, n'est plus au centre des regards, n'est même plus au centre de son propre regard, mais découvre le monde. Et donc le champ s'ouvre sur d'autres personnages, d'autres vies. Et nous avons, nous, une perception souvent subjective de ce que Cléo voit et de ce que Cléo entend. Avant d'entrer dans le découpage filmique de cette deuxième partie, quelques notions principales qui surviennent dans cette deuxième partie par rapport à la première, c'est donc le regard du percevant, qui est devenu Cléo, et l'ouverture au monde, un changement de décor et un changement de moyen de transport, un temps qui prend son temps, c'est-à-dire que ce décompte, ce chapitrage très marqué, s'évanouit un petit peu pour une nouvelle temporalité, une nouvelle valeur du temps présent. On va le voir. Et enfin, la confusion des genres et l'abolition des frontières, qui participent justement à ce temps qui devient autre chose que juste un décompte agi par la peur de Cléo. L'ouverture au monde implique forcément des choses, et notamment les passants, les figurants, les gens autour, les inconnus qu'elle croise dans un bar ou dans la rue, prennent une place dans sa vie parce qu'elles prennent une place dans sa perception des choses, tout simplement. Et donc ils deviennent plus présents, ils sont présents en elle d'une manière très spécifique. Et on entre même dans leur histoire, par exemple à travers le son, puisqu'on entend leurs discussions, ou en tout cas des bribes de discussions. Donc Cléo devient une femme, un être, parmi tous les gens qui peuplent le monde, la rue, l'endroit où elle est. Elle n'est plus reconnue, sécurisée, ritualisée, infantilisée, etc. Elle est déjà seule, ce qui change du tout au tout par rapport à sa vie dans la première partie, qui est la vie qu'elle a toujours vécue en fait. Donc elle est seule et cette solitude la fait obligatoirement se tourner vers ce qui se passe autour d'elle. Ensuite, il y a cette ouverture à l'art sous diverses formes qui n'était pas présente, pas du tout de la même manière dans la première partie, mais là, c'est véritablement un élément de la perception, un élément même qui entre dans cette nouvelle chimie de la matière filmique. Par exemple, dans le bar où elle va entrer, le Café du Dôme, les miroirs qui étaient omniprésents dans le premier bar de la première partie sont remplacés par des œuvres grandes, des toiles, des affiches d'exposition, etc. C'est une nouvelle perception des choses qui ouvre aussi sur ce monde-là de la création. Et donc avec tout ça, on a une perception au-delà du visible. De la même manière que dans la première partie, on avait des pensées au-delà de l'audible, puisqu'on avait accès justement aux paroles intérieures des personnages. Là, ça va avoir lieu aussi avec Dorothée, on va le voir. Mais il y a aussi là une perception au-delà du visible, qui a déjà commencé un petit peu, quelques prémices dans la première partie, notamment avec cette intrusion des masques africains dans la perception, ces espèces de fantômes qui venaient hanter à certains moments très précis la perception. Là, ça va continuer dans cette partie, et puis ça va s'accentuer, ça va s'amplifier et se déployer. Au niveau du changement de décor et de moyens de transport, c'est très concret. Le décor, pourquoi ? Parce qu'elle va découvrir des quartiers qu'elle n'a jamais visités. Elle va quitter les arrondissements, les quartiers, les rues qu'elle connaît, où elle était à l'abri, un petit peu comme à l'intérieur des vitres d'un taxi, justement. Et elle va oser aborder d'autres quartiers, d'autres ambiances, et des quartiers beaucoup moins commerçants et beaucoup plus bohèmes, plus pauvres aussi.
Et justement, on a aussi pour la première fois des discussions sur le niveau social des personnages, et notamment de Cléo aussi, à travers les yeux de Dorothée. En sortant des quartiers qu'elle connaît, elle sort aussi de sa classe sociale. Donc ce sont des signes extérieurs de l'évolution de Cléo en fait, puisque cette déambulation dans Paris reflète complètement ce qui se passe à l'intérieur de Cléo. C'est une déambulation intérieure, et de plus en plus. Et là, plus elle découvre, plus la frontière justement entre intérieur et extérieur va disparaître. D'où le troisième grand axe de cette partie, c'est la confusion des genres et l'abolition des frontières. C'est une forme d'abstraction en fait qui s'opère dans cette partie, c'est-à-dire d'ouverture des murs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de murs et plus de frontières, aussi bien symboliques que physiques et concrètes. Les figures qui jalonnent l'espace visuel et sonore ne sont plus clairement définies. Par exemple, dans l'atelier des sculptures, on va le voir, la matière inanimée se confond avec la matière humaine. Il y a comme ça un jeu de non-reconnaissance des matières qui correspond avec ce vertige de découvrir le monde à ce moment-là de l'histoire. On a donc, par l'ouverture au monde, une variation des points de vue qui abolissent justement la petite fenêtre par laquelle Cléo voyait le monde, et une rupture avec cette forme de dualité qui opérait presque une dualité géométrique, symétrique, qui a eu lieu dans la première partie, là, ne va plus du tout avoir lieu. Tout correspond avec cette idée d'ouverture des frontières, d'abolition des murs, d'abolition des espaces clos et confinés, mais vraiment une confusion des matières, une confusion des intérieurs et des extérieurs. La matière même cinématographique va elle-même se diluer, se transformer, se mélanger avec d'autres formes. Le meilleur exemple en est le petit film burlesque à l'intérieur du film. Je parlais des petites parenthèses narratives à l'intérieur de la bande-son, c'est-à-dire de la forme de récit à l'intérieur de l'histoire. Et bien là, c'est carrément une petite parenthèse filmique, c'est-à-dire c'est la matière cinématographique elle-même qui se mélange avec cet espace de réalité de Cléo et qui va venir tout mélanger, tout abolir dans la perception même de Cléo et faire procéder à une mise en abîme de l'histoire de Cléo également de cette manière-là. Et enfin, Cléo mélangée dans la vie, dans le peuple, dans le mouvement général de la foule, à l'air libre de ce nouveau monde. Donc dans cette partie, on rompt aussi avec cette idée, comme je le disais, de géométrie. Cléo cesse d'être une figure d'un jeu de tarot, par exemple, une figure très plate, très superficielle, comme une image encadrée par des bords. La rupture de la chanson Sans toi crée une rupture de la forme filmique. Donc d'abord, elle entre dans le café du Dôme. C'est la deuxième entrée dans un café du film. Et ce café-là, le café du Dôme, n'a rien à voir avec le premier, qui était un petit peu le royaume des miroirs et des illusions, des transparences, des circulations. Ici, c'est un petit peu le royaume de l'abstraction artistique. Elle y entre en caméra subjective et elle déambule à travers les tables, à travers les gens, dans un brouhaha ambiant, jusqu'au jukebox. Et on voit que la caméra ne place plus Cléo au centre du plan, mais vraiment diluée dans l'ensemble du mouvement général. Et elle arrive au jukebox pour mettre sa chanson. La chanson qu'on avait déjà entendue dans Le Voyage en taxi, dans la première partie. Pourquoi elle cherche à mettre sa chanson? Vraiment là pour avoir un repère presque d'un monde qu'elle connaît dans ce nouveau monde vertigineux, par la bande-son. Donc cette chanson, ça représente vraiment là quelque chose qui jalonne comme ça ces différentes étapes, mais là, elle en a besoin presque pour se retrouver alors qu'elle est perdue dans ce monde. Et elle va chercher et regarder si les gens l'écoutent en plus. Elle va chercher ce qu'elle connaît, et ce qu'elle connaît, c'est d'être au centre des regards et des perceptions, ce qui n'est plus le cas. Justement, au niveau sonore, on a un zoom sonore sur les discussions de chaque table au moment où elle passe entre les tables, puisque, comme je le disais, elle se faufile dans la foule.
On a les bruits ambiants de la rue, toujours présents, et la chanson de Cléo. Donc la bande-son se fait le symbole de ça, elle se fait une place dans le trafic, quoi, en quelque sorte. Il y a le thème de la naissance qui apparaît dès ces instants dans le bar, et c'est un thème qui va revenir tout au long de cette deuxième partie, tout simplement parce que le thème de la naissance, c'est le thème de la mise à nu, c'est le thème de l'origine, de l'identité, de l'arrivée dans un monde nouveau, et donc c'est le thème central de cette deuxième partie. Pour Cléo, c'est une renaissance. Alors dans ce bar, les miroirs sont remplacés par des œuvres, donc il y a une multitude d'œuvres, de peintures, de cadres, etc., et beaucoup d'affiches, d'expositions. On rejoint une des caractéristiques de la nouvelle vague, c'est-à-dire dans les films de la nouvelle vague, il y a des références aux autres arts et des références à l'actualité culturelle notamment, mais pas seulement. Visuellement, en tout cas, on a souvent, comme dans par exemple À bout de souffle, des affiches du dernier film, des affiches de publicité, des affiches des expositions, de l'actualité culturelle et artistique. C'est le cas dans ce bar, on a plusieurs affiches. Alors pas forcément de l'actualité artistique. Par exemple, on a une affiche de l'exposition Manet, dans ce plan, Manet au musée Cantigny. À côté, on décèle une affiche de l'exposition Paul Klee. Bref, un mur composé de plusieurs affiches d'exposition. On voit très clairement l'affiche de Don Juan au jardin des Tuileries. Donc ça, c'est un écho visuel à la première partie, à sa première vie, à la Cléo numéro 1, puisqu'elle avait demandé à José de la sortir et lorsqu'elle était encore une femme enfant, et de l'accompagner voir justement ce spectacle de Don Juan au jardin des Tuileries. Donc là, on en a l'affiche. Donc il y a comme ça une sorte d'aller-retour, un procédé d'écho et de référence à ce qui s'est passé jusque-là, et de cette vie révolue aussi. Parce que là, elle est dans un bar complètement inconnu, où elle voit cette affiche. De la même manière qu'elle va mettre sa chanson pour avoir un écho de sa vie passée, cette affiche, elle est dans le plan pour que nous ayons un écho de ce qui s'est dit dans la première partie. Et alors, ce couple qui se situe en dessous de l'affiche de Manet au musée Cantigny fait aussi référence à un temps révolu, aux souvenirs du passé, puisqu'on écoute justement la bande-son permet donc d'avoir des bribes de discussion, et ce couple parle du moment où ils s'étaient retrouvés dans ce même bar des années auparavant, etc. Et ils sont juste en dessous de cette affiche de Manet au musée Cantigny. Il se trouve que la dernière fois qu'il y a eu une exposition de Manet au musée Cantigny, c'était dans les années 30, puisque ce sont des expositions très rares, en 1932. Donc on peut imaginer que le moment évoqué par ce couple correspond aussi au moment où cette exposition a eu lieu. Donc ça, c'est une question, mais c'est vraiment comme une parenthèse visuelle d'un temps révolu, la référence à un passé. Plus tard, l'affiche de Théophilos Hadjmikhaïl, c'est un peintre polonais qui est passé au musée des arts décoratifs. Et là, pour le coup, c'est une affiche de l'actualité culturelle, puisqu'il a fait une exposition, vraiment, à ce moment-là, en 1961, à Paris. La présence de l'art est également rendue par la bande-son dans les discussions, puisque, comme je le disais, ce bar, c'est le bar des arts, de l'abstraction, aussi bien visuellement, on l'a vu, que dans les discussions. Il y a un homme en gros plan qui évoque la poésie, la discussion des jeunes gens autour de Miro, à la table d'à côté, tout ça. Donc on voit comment, quand la perception s'ouvre, on a accès à un monde de l'art. L'art est vraiment omniprésent là, dans toute la durée de cette séquence dans ce café. Il y a donc un vertige, le vertige de Cléo au milieu de ces gens, de ces tables, de ces discussions, alors qu'elle est seule. Il y a aussi une opposition entre sa solitude et cet échange entre les gens. Dans la structure en miroir du film, le café est le premier lieu où Cléo se rend justement dans son parcours dans la rue, de la même manière que pour la première partie. Même à l'intérieur du bar, l'opposition qui existait nettement dans la première partie entre l'intérieur et l'extérieur ne fonctionne plus. La rue est perçue de manière floue. Donc en fait, les seuls éléments clairs du plan sont des éléments vus subjectivement par Cléo. On n'est plus dans le thème de la bidimensionnalité, on n'est plus dans un thème binaire, mais là, véritablement, on est dans une perception beaucoup plus abstraite. Et justement, ce bar
et le bar de l'abstraction, comme je disais, par les toiles immenses au moment où Cléo se lève pour quitter le bar. La perception est traversée par ces toiles comme si on passait devant des grandes fenêtres ouvertes sur un autre monde. Cette fois-ci, c'est sur le monde de l'abstraction. Encore une fois, la rue, lorsqu'elle sort du bar, est une traversée des apparences. On plonge progressivement, de plus en plus profondément, dans un monde trouble et incertain, et la perception, la matière cinématographique s'en trouve vraiment bouleversée. Encore une fois, les rues semblent plutôt sombres et lugubres, et les personnages qui s'y trouvent aussi. Ça n'a rien à voir avec l'ambiance de la rue lorsqu'elle sort de chez la cartomancienne, des rues commerçantes, etc. Il y a un effet là de paranoïa de Cléo, c'est-à-dire que les gens la regardent encore une fois, mais plus du tout de la même manière, plus du tout comme une jolie femme qu'on a envie d'accoster, mais plutôt de manière étrange, voire même hostile, par des figures assez étranges aussi, des gens pas forcément beaux, qui sont un petit peu intrusifs dans cette perception. C'est-à-dire que la paranoïa de Cléo intègre véritablement, encore une fois, la matière cinématographique et l'impression totale de ce qui se passe dans sa vie et devant l'écran. On ne sait plus quelle est la part de réel et quelle est la part de fantasme. Donc c'est là que je parlais aussi d'abolition des frontières. C'est-à-dire que dans la première partie, même lorsqu'il y avait cette intrusion des masques africains en gros plan, la différence était très marquée, très nette et très brève. Alors que là, cette intrusion se fond complètement dans le réel, jusqu'à complètement abolir ce qu'on peut identifier comme le réel. La matière cinématographique, en réception de son état intérieur, fonctionne de la même manière et en proportionnalité. La présence physique des personnes qu'elle croise est traitée exactement de la même manière que la présence des fantômes, de ce que j'appelle les fantômes, des figures dont elle se souvient et qui viennent hanter la perception. Les deux sont traités exactement de la même manière. Donc on ne sait plus. Donc le phénomène d'inquiétante étrangeté, là, est à son comble, perdure et atteint une apogée, en quittant peu à peu la perception linéaire d'une réalité pour une forme de plus en plus en rupture. On atteint là une forme cinématographique complètement expressionniste, en fait. On quitte complètement le réalisme, ce qu'on avait pu déceler de réalisme dans ce qui se passait dans la rue, etc. Même ça est atteint par l'expressionnisme, c'est-à-dire l'expression de l'état intérieur de Cléo. Les figures fantômes, comme je les ai appelées, qui se confondent avec les figures réelles qu'elle croise dans la rue, prennent un langage, prêtent une grammaire cinématographique vraiment particulière à la forme esthétique. C'est-à-dire que ces figures fantômes apparaissent comme des apparitions intempestives, des gens qui ont retenu son attention pendant sa journée, viennent s'interposer dans la réalité comme des portraits figés, comme presque pour l'interpeller, comme pour lui signifier quelque chose et nous signifier quelque chose en même temps. Donc des portraits en plan assez resserré, assez figés, mais aussi des objets. On a la coiffeuse, l'horloge, des personnes aussi de sa première vie, Madame Irma, Bob, José, qui posent, qui semblent poser pour elle et la regarder. À un moment donné, on la voit aller à contresens d'un courant de foule, courir de plus en plus vite, comme si elle voulait fuir justement cette réalité qui n'en était plus une, ces espèces de visions fantasmées, comme pour fuir quelque part sa propre folie, sa propre paranoïa. C'est là qu'on a le transperceur de biceps qui apparaît, une nouvelle figure de cette inquiétante étrangeté, et elle fuit la rue comme un espace symbolique d'un état de son être intérieur. Elle se fuit en même temps elle-même, elle fuit cette configuration qui donne lieu à ses visions. Donc on le voit bien, on a une autre portée psychanalytique à cette partie, avec justement cette impression de paranoïa, ces fantômes, ces visions, cette inquiétante étrangeté, des termes du champ lexical de la psychanalyse, là, beaucoup plus que de l'ensorcellement dans la première partie. On atteint des limites de la perception et de l'âme humaine. Elle est traversée par quelque chose qui fait qu'elle est en rupture, même avec sa perception.
Il y a également une dimension très symbolique de la mort dans toute la partie, mais même dans ce côté figé. La mort apparaît dans toute la partie par la couleur noire, par ses visages déformés, ses regards hostiles, etc. Mais ces portraits qui viennent là s'interposer de manière figée en la regardant, ça rappelle un petit peu des morts de l'autre côté du Styx qui témoignent et qui vous appellent vers eux pour traverser ce fleuve vers la mort. Elle semble happée vers sa mort. Le début de la deuxième partie est vraiment là une confrontation avec sa propre mort, véritablement, mais pas seulement la sienne, avec la mort, parce que lorsqu'elle découvre le monde extérieur, elle va découvrir aussi les limites d'une vie sécurisée et donc une ouverture vers la mort. Ces portraits figés deviennent un petit peu comme des figures archétypales. Ils deviennent ces masques africains de la première partie qui lui font si peur. Cette fois-ci, elle a peur des visages connus. Donc elle fait un pas là vers l'étrangeté. L'atelier des sculptures, où elle arrive par la suite, ne fait pas exception à la règle, mais il intervient comme un espace de création beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus lumineux également, où elle va retrouver Dorothée, qui est une figure familière et bienveillante, qui va intervenir un petit peu comme un moment de légèreté, on pourrait dire, faire une parenthèse dans justement cette confrontation à la mort, à l'obscurité et à l'étrangeté. Elle entre dans la première pièce en caméra subjective et elle traverse un champ de corps de plâtre. Ce sont les seuls habitants de ce lieu, donc une matière inanimée qui prend toute la place et qui correspond à cette idée de fantôme qui vient hanter la perception. Cette fois-ci, ce sont des fantômes créés, des fantômes de matière concrète qui viennent hanter tout cet espace. La profondeur de champ de la pièce du cours de sculpture fait alterner matière vivante des sculpteurs, matière inanimée de la sculpture, de la matière sculptée, qui donne corps à cette abolition des frontières entre des figures aussi, entre inanimés, animés, vivants, morts, humains et objets. Il y a vraiment là une esthétique de cette abolition des frontières dans l'atelier des sculptures. Dorothée, la première fois qu'on la voit, quand elle est perçue par Cléo, est justement comme une matière inanimée. Elle est immobile, elle est nue parce qu'elle pose, et elle semble être elle-même une matière sculptée, jusqu'au moment où elle bouge et où on entend sa pensée intérieure qui, pareil, n'a pas besoin de miroir, mais par un gros plan, on entend sa pensée lorsqu'elle voit Cléo. Donc au moment où son travail se termine, on a un retour de la transaction financière, mais cette fois-ci plus de la part de Cléo, mais de la part de Dorothée, qui va, comme je le disais, mettre au cœur du problème une idée de classe sociale à plusieurs reprises, puisque cette fois-ci, c'est elle qui est payée, et on voit que cet argent lui sert à mener sa vie, alors que jusque-là, on a toujours vu Cléo payer, ou Angèle payer le taxi. Le problème de la classe sociale est posé par le moyen de transport, puisque Dorothée conduit sa propre voiture, elle ne prend pas de taxi. D'ailleurs, au moment où Cléo lui dit « je prends toujours des taxis », elle lui dit « tu es une enfant gâtée ». Donc il y a aussi une réminiscence de cette idée de l'enfant, de la femme-enfant, cette fois-ci gâtée. Donc il y a vraiment là une confrontation avec le monde plus pauvre, une autre classe sociale que la sienne. Au moment où les deux femmes s'en vont ensemble, elles passent encore une fois par un autre espace très particulier, par l'arrière de l'atelier, où là on voit à un moment donné dans le plan des bribes de corps, pareil, des corps sculptés, des bustes, des têtes détachées, des amas par terre de matière inidentifiée. Une fragmentation et un éclatement des corps à cette occasion-là, dans ce petit espace dispersé, on a une dispersion des corps. Et donc, de nouveau, un nouveau vertige, une nouvelle explosion d'une globalité. Et au niveau de la bande-son, Cléo pose la question à Dorothée si ça ne la dérange pas de poser nue de cette manière-là, et Dorothée lui fait une réponse comme quoi elle laisse son corps au service des sculpteurs, mais son esprit s'absente. C'est-à-dire qu'elle a opéré un détachement, contrairement à Cléo, entre son apparence et son âme.
Et Cléo dit moi, je ne pourrais pas, j'aurais trop peur d'exposer mes défauts, etc. On voit à quel point, là, dans la confrontation des deux femmes, qui interviennent un peu comme deux femmes opposées, à quel point Cléo n'a pas encore fait le travail de séparation entre son apparence et ce qu'elle est, et son être. Les deux femmes partent ensemble, comme je le disais, dans la voiture de Dorothée. Donc c'est la première fois que Cléo se déplace autrement que dans un taxi. Le paysage défile avec une présence de la rue et de l'extérieur beaucoup plus présente parce que le plan est moins resserré que dans la première fois en taxi, dans la première partie. Et là, on a une troisième référence, la troisième référence à Édith Piaf dans le dialogue. C'est Cléo elle-même qui fait référence à la chanteuse en disant qu'elle aimerait que les rues portent le nom de gens vivants, notamment la rue Édith Piaf. Et on a la traversée du tunnel dans le parcours en voiture, à l'évocation, encore une fois, de la maladie potentiellement mortelle de Cléo. Et, encore une fois, le son rejoint l'image, tout est concordant, puisqu'au moment où elles évoquent cette maladie, elles passent dans ce tunnel jusqu'à un plan totalement noir. Dans cette deuxième partie, les couleurs sont beaucoup plus obscures, et le thème de la mort est rendu par la couleur noire du film. Et au niveau du dialogue, encore une fois, quelque chose de très parlant. Dorothée demande où se situe la maladie. Cléo répond dans le ventre. C'est la première fois qu'on a un tel détail. Dans le ventre, j'aime mieux là qu'ailleurs, dit-elle. Au moins, ça ne se voit pas. Donc on a comme ça des relents de sa vie d'avant où beauté égale bonne santé et du royaume des apparences. Elle évoque également le transperceur de biceps comme une figure qui viendrait la hanter, cette fois-ci au niveau sonore, de la même manière qu'on l'a vu au niveau visuel. Et pendant la halte en voiture que fait Dorothée, là, Cléo se laisse complètement aller à sa découverte du monde, elle est presque contemplative, elle profite presque du spectacle de la rue. Donc on découvre avec elle la rue par sa propre subjectivité. Et là, Agnès Varda laisse aussi tourner la caméra, ne prévoit pas ce qui va se passer, notamment ce défilé de marins. Les nonnes aussi sont des éléments arrivés au hasard et impromptus qu'elle a su capter à travers le regard de Cléo. Et enfin, les deux femmes arrivent chez Raoul, qui est l'amoureux de Dorothée, et visionnage du film burlesque. Agnès Varda a tenu à insérer cette petite parenthèse burlesque, dit-elle, parce qu'elle voulait rompre avec la noirceur de cette partie. Et effectivement, de la même manière que les moments de narration dans la bande-son, ce film est un moment de narration dans la narration, de film à l'intérieur du film, d'un style complètement différent, bien qu'à un moment donné, on perd le cadre de l'écran dans lequel elle voit ce petit film burlesque pour qu'il puisse se confondre et s'évader presque de son cadre pour intégrer toute la matière filmique et toute la perception de Cléo au même titre que la rue qu'elle vient d'observer juste avant. Alors c'est une parenthèse enchantée, pas si enchantée que ça, puisque, comme d'habitude, la narration à l'intérieur de la narration et le thème de ce petit film burlesque fait écho à quelque chose de très important de l'histoire de Cléo. Donc c'est un hommage au cinéma burlesque des années de 10 à 30, notamment Charlie Chaplin et Buster Keaton. Je pense presque plus Buster Keaton, puisque Jean-Luc Godard, qui joue dans ce film avec sa femme à la ville et à l'écran, Anna Karina, qui joue sa poupée d'amour, comme il l'appelle. Il y a aussi Sami Frey, Jean-Claude Brialy, Yves Robert et Georges Beauregard, le producteur de Cléo de 5 à 7. Donc on voit un petit rappel là sur la Nouvelle Vague. On voit à quel point la Nouvelle Vague, c'est aussi une histoire d'amitié. Et Jean-Luc Godard a le visage peint en blanc, un peu comme Buster Keaton. Et alors, hasard ou coïncidence, Les Cahiers du cinéma, numéro 130, qui est paru en avril 62 pour parler de Cléo de 5 à 7, et suivi tout un dossier sur Buster Keaton juste après. Ils sont réunis dans le même cahier du cinéma, et là vraiment, c'était vraiment un hommage au cinéma burlesque et à la figure du clown de Buster Keaton, un peu clown triste, comme l'est Jean-Luc Godard dans ce petit film burlesque. Et pour la petite histoire, Agnès Varda était très fière d'avoir, pour l'occasion, fait enlever ses lunettes noires à Jean-Luc Godard. Et il est justement question dans ce petit film de lunettes noires.
Donc, deux perceptions. C'est l'histoire d'un couple qui se quitte devant les berges de la Seine. Elle lui dit au revoir, elle s'en va, il met ses lunettes noires, et au moment où il met ses lunettes noires, tout ce qui arrive est dramatique. Et à la fin du petit film, au moment où il les enlève, finalement, la lumière revient et la fin devient heureuse. Donc ça dit forcément quelque chose sur la perception, sur une vision philosophique de la vie, une manière de vivre et de concevoir la vie d'Agnès Varda. C'est-à-dire que si on est nous-mêmes dans un état noir, tout ce qui va se dérouler, ou en tout cas on ne va voir que les côtés noirs de la vie, et si on enlève ces lunettes noires, symboliquement, on va voir que la vie peut être belle et on va avoir laissé entrer la lumière dans sa perception. Là, parallèle direct avec ce qui se passe pour Cléo, toujours. Donc Raoul installe les deux femmes, chacune devant sa fenêtre, donc ce petit film n'est pas une expérience collective. Elles ne le partagent même pas ensemble. C'est vraiment une référence à l'invention de la caméra et de l'appareil photo, des sortes de mini-caméras obscures, où chacune va vivre cette expérience esthétique et cinématographique individuellement. Il ne faut pas oublier justement que Agnès Varda est d'abord photographe. Elle a développé des photos, elle avait cette idée du cadrage, elle s'est plongée véritablement dans ce monde-là, dont elle fait référence ici. Ce petit film n'est non seulement pas anodin au niveau du thème, de l'histoire racontée, mais aussi, il n'est pas enfermé dans son cadre. Je le disais tout à l'heure, il n'est pas cadré par un écran, il est complètement vu dans cette caméra obscure, au même titre que d'autres images de perception, notamment du réel, mais aussi son cadre déborde par le son, puisque la petite musique du film intervient bien avant que Raoul ne lance le petit film, et le couple que forment Jean-Luc Godard et Anna Karina dans ce petit film fait en fait écho, totalement écho, au couple que forme Raoul avec Dorothée. C'est-à-dire que la petite musique démarre dès que les deux se voient, Raoul et Dorothée, et ils l'appellent ma poupée d'amour comme dans le film, et ils ont même une gestuelle très burlesque également, comme dans ce film-là. Donc on voit là à quel point, encore une fois, les frontières sont abolies, et même si ce film est introduit par Raoul et projeté par Raoul, etc., on voit à quel point il échappe à son cadre, à quel point toutes les frontières sont abolies et à quel point la matière cinématographique même s'imprègne de tout ce qui se passe dans cette deuxième partie. Tout ça nous amène au chapitre 11, qui est le chapitre du miroir cassé. En sortant de cette petite parenthèse féerique, mais très révélatrice du film burlesque et de cette joie du couple Raoul-Dorothée, les deux jeunes femmes descendent des escaliers, et à partir de ce chapitre, on a de nouveau un passage très obscur où la mort est omniprésente, là véritablement, et où le temps commence à s'étirer, à sortir de son carcan, à sortir du rythme métronomique, du décompte qui existe, qui est là, omniprésent depuis le début. Voilà. La durée habituelle des chapitres est de 5 à 6 minutes. Là, ça commence à dépasser à partir de là. Donc, sortie de la parenthèse enchantée, très obscure. Cléo semble enfiler de nouveau ses lunettes noires à la sortie du film. Et elle va les garder, ces lunettes noires, jusqu'à l'arrivée au parc Montsouris, où là, elle va être inondée de lumière à tous les niveaux. Et là, on a, en descendant les escaliers, la figure du miroir brisé. Un miroir tombe et se brise, donc symbolique très clair, là, du malheur qui va frapper. Ce sont des plans, à partir de là, complètement, presque travaillés à l'encre de Chine. Les passages obscurs dans les rues. Le film est vraiment imprégné de sa détresse intérieure. Et les présages sont mauvais. Elle repasse devant le café du Dôme, donc le café où se trouvait Cléo au début de cette deuxième partie. Elle repasse devant, et là, encore du verre cassé, encore une vitre trouée, déchirée, et un homme assassiné. Donc là, cette fois-ci, la mort est vraiment présente. Un attroupement morbide devant le café du Dôme, autour de ce bar des arts, de cette frontière, d'abolition des frontières. La mort a frappé. Donc, tout semble indiquer que le présage de mort du miroir cassé a fonctionné.
Cléo se reflète toujours dans les brisures de miroir. C'était le cas avec le premier miroir cassé de la sortie du film burlesque. C'est le cas ici aussi. Cléo se reflète dans la brèche, dans le trou, dans la fracture du miroir, dans la brisure du miroir, trouée par la balle. Ça évoque vraiment son état intérieur. On a ensuite le deuxième trajet en taxi du film, complètement différent du premier. Une impression de sécurité dans toute cette noirceur. Il y a également le thème léger de la bande-son, une chanson de Cléo entendue au jukebox. Cette chanson qui refait surface à des moments où Cléo cherche un repère. Donc elle apparaît une nouvelle fois ici. Et un nouveau pari s'ouvre devant Cléo, guidée par Dorothée, qui connaît très bien ces quartiers bohèmes, ces quartiers pauvres, etc. Et la première évocation du parc Montsouris par Dorothée, comme une promesse, et un éloignement géographique aussi de sa vie d'avant, puisque bien sûr, c'est un parcours initiatique, et c'est aussi un parcours géographique totalement proportionnel à ce qui se passe dans son état intérieur, on l'a vu. Et dans ce voyage en taxi, Cléo se démunit, Cléo se débarrasse du superflu, Cléo presque finalise sa transformation par un geste très simple et très symbolique. Elle donne son fameux chapeau, le chapeau qu'elle a essayé et qu'elle a acheté à la chapellerie au début du film. Elle le donne à Dorothée, qui elle n'a pas l'argent de s'en acheter un. Encore une fois, cette opposition des deux femmes au niveau classe sociale. Et donc, en lui donnant ce chapeau, elle se débarrasse de ses apparences, du superflu, pour aller vers une purification de son être et aller retrouver vraiment en profondeur son être. Et Dorothée s'envole avec légèreté vers son prochain rendez-vous. Et à partir du moment où Cléo se retrouve seule dans le taxi, le thème sans toi, donc le thème mélancolique du film, le thème de la rupture, le thème de la tristesse, le thème de la mort de la jeunesse, revient au piano comme un rendez-vous avec sa mélancolie. Après une longue ligne droite dans le taxi, l'arrivée dans le cadre verdoyant du parc Montsouris se fait de manière féerique, avec des violons de plus en plus présents, de plus en plus féeriques et de plus en plus lyriques. Il y a un lyrisme de ce lieu, notamment donc par la musique, mais aussi par le lieu de l'enfance, du jeu d'enfance, des manèges, des cris d'enfants et de la renaissance. On a vu que la naissance était un thème central de cette deuxième partie. Là, c'est une naissance parce qu'il y a des enfants et une renaissance pour Cléo qui retrouve de la lumière dans son champ de vision. Le fait que justement que les murs soient abolis, qu'on retrouve un paysage à ciel ouvert est très évocateur, très révélateur de ce qui va se passer dans sa vie à ce moment-là. On réintègre le conte, mais cette fois-ci, un conte des mille et une nuits, un conte d'amour, un conte féerique. On n'est plus dans la première partie enfermé dans le miroir. Cléo s'enfoncera dans ce monde neuf et féerique par une descente. Alors on a une nouvelle descente des escaliers, mais cette fois-ci beaucoup plus joyeuse. On avait la première descente des escaliers après la cartomancienne, puis la descente après le film burlesque du miroir brisé. Cette fois-ci, dans cette nature féerique, elle descend des escaliers, le cadre est magnifique, dans un nouvel état d'esprit, et cette descente des escaliers va en fait la faire rejoindre de plus en plus profondément la nature sauvage et son être profond. La première descente se fait à l'image d'une descente de music-hall, carrément, où elle joue, elle retrouve ce plaisir du jeu, elle retrouve une joie de vivre. Et c'est presque un petit plan séquence avant le fameux plan séquence du couple Antoine-Cléo, où on la voit justement pleine de légèreté. Et c'est après une seconde descente d'escalier dans une nature de plus en plus désertée et sauvage qu'elle fait la rencontre d'Antoine, personnage profondément nouvelle vague. Il avait été qualifié par la cartomancienne de bonimenteur. En effet, Antoine dévoile un langage totalement autre. Avec lui, le terme de cancer devient un signe astrologique, les examens deviennent des examens d'étudiante. Bref, son espièglerie et son détachement font danser les mots et donnent une autre signification du mot, un autre écho au mot que la gravité dans laquelle ils étaient plongés jusque-là. Donc on rejoint
par Antoine l'aspect nihiliste dont je parlais dans la première partie, caractéristique des personnages de la Nouvelle Vague. Il est profondément Nouvelle Vague, ce personnage d'Antoine, c'est-à-dire qu'il est dans le présent pur, parce que lui non plus n'a pas d'avenir, puisqu'on va le voir, il est en perme et il va repartir à la guerre d'Algérie, dont il a été question dans le journal. Donc il est en sursis lui aussi. Ils se retrouvent tous les deux différemment en sursis. Donc dans un temps présent très précieux. Et donc ce temps présent et cette espièglerie, cette légèreté est une manière de prendre la vie. Et c'est un personnage finalement très philosophique que cet Antoine. Donc le rapport de Cléo au langage s'en trouve forcément modifié à ses côtés et elle perd de son artifice. Le non-sens de l'existence et de la mort, le non-sens de la guerre, Antoine le représente et Antoine représente la profondeur de l'éphémère justement et du présent. Donc c'est bien la rencontre de deux destins au chapitre 12 qui s'opère. Et ils vont chacun renaître de cette rencontre. Il y a là-dedans une dimension mystique qui dépasse la simple narration. C'est vraiment la rencontre de deux destins là, qui va faire basculer l'histoire. C'est eux qui permettent à l'histoire le dénouement qu'elle va avoir et non l'inverse. Il y a des enjeux donc personnels et donc cinématographiques. Donc comme je l'ai dit, le temps s'allonge, les plans s'allongent, la durée des plans s'allonge, la bande-son devient épurée, on n'a pas tout ce brouhaha, ces différentes pistes de rue, de mélange, etc. Il y a un bruit d'eau et juste leur dialogue. Et le présent prend toute la place et évacue peu à peu la peur. Comme dit Antoine, il se fabrique une bulle d'éternité. Parce que qu'est-ce que le présent, finalement, qu'une bulle d'éternité, lorsqu'il est vécu de cette manière-là. Et Cléo se dévoile. Cléo dévoile déjà sa vraie identité. Elle donne son vrai prénom, Florence, qui sera commenté par Antoine, qui commente comme une mémoire universelle chaque arbre, chaque lieu, les prénoms, etc. Cléo ne devient plus donc dans ses mots à lui, que Cléopâtre, mais aussi Cléo de Mérode, qui était une semi-mondaine du 19e siècle. Donc on retrouve aussi une autre symbolique, d'autres archétypes, une autre forme de légèreté avec lui, encore une fois. Au chapitre 13, on a ce fameux plan séquence. Donc on a vu Cléo avait descendu les escaliers pour s'enfoncer dans cette nature profonde, pour finalement aller rencontrer Antoine au cœur de son être, au cœur de cette nature féerique. Et finalement, la remontée se fait à deux, dans un plan séquence magnifique. Il y a un retour à la civilisation qui est représenté par la remontée des escaliers, où là, ils ne sont plus seuls, ni lui ni elle. Donc il y a un travelling avant qui suit le couple harmonieusement, et les dialogues prennent de l'ampleur, prennent de la profondeur lorsqu'ils parlent d'amour, etc. Il y a à la fois une démystification, une désacralisation, mais aussi une profondeur dans les thèmes abordés et dans l'engagement des dialogues. Ensuite, il y a le trajet en autobus. Donc le trajet en autobus est voulu par Antoine, qui a proposé donc à Cléo de la suivre, de l'accompagner à l'hôpital pour avoir ses résultats tant attendus, cette sentence, et ensuite qu'elle l'accompagne à la gare pour qu'il reparte à la guerre, donc chacun sa sentence. Et l'autobus, encore nouveau moyen de transport, ils sont mélangés au peuple, très clairement. Ils n'ont plus rien à voir avec le taxi qui sépare du reste du monde. Là, non seulement ils sont mélangés aux autres, mais ils sont aussi en prise directe avec l'extérieur, puisque les portes de l'autobus sont ouvertes. Donc c'est une histoire de vie, et c'est leur histoire vécue en accéléré dans ce mouvement-là de l'autobus. Il va y avoir un rapprochement des deux êtres dans l'image au fil du parcours. C'est une histoire de vie aussi, puisqu'il y a tous les thèmes principaux d'une vie. Il y a la naissance d'abord, puisqu'il y a un bébé qui sort en couveuse à un moment donné. D'ailleurs, référence au conte de fées, parce qu'à un moment donné, on entend que ça ressemble au cercueil de Blanche-Neige, alors que donc là, on a naissance et mort mises côte à côte, puisqu'en fait, c'est un bébé en couveuse.
On a comme ça des thèmes très, très, très profonds, très, très originels dans cette partie et dans ce voyage en autobus qui vraiment la représente un parcours initiatique d'une vie. Et la bulle se resserre sur Cléo et sur Antoine au fil du parcours. Il y a au milieu également le thème de la nudité qui peut rejoindre celui de la naissance, mais encore une fois, le thème de la nudité est une indiscrétion, nuit, maladie pour Cléo, et amour, naissance, soleil et plage pour Antoine. On voit à quel point les deux personnages sont aux opposés et vont se retrouver en complémentarité presque. Et c'est bien évidemment tout l'enjeu du film à travers le thème de la nudité, puisque Cléo, en donnant son chapeau, va vers une épuration, une rencontre de son être, et donc vers sa propre nudité. Thème qui avait déjà été abordé, on se souvient bien, par Dorothée, lorsqu'elle racontait que son corps était là, mais qu'elle laissait son corps vu par les autres, mais qu'elle se situait ailleurs. Donc c'est un thème, encore une fois, récurrent, qui va beaucoup porter sur Cléo. Donc, encore une fois, le monde semble répondre aux préoccupations et aux discussions. Il y a un retour du subjectif, mais cette fois-ci avec une harmonie nouvelle. À l'arrivée de l'autobus, on a un plan coupé en deux, presque blanc et noir. À droite, on a le chemin de fer noir qui se poursuit, avec toute la symbolique de mort que représente quand même le chemin de fer depuis la Seconde Guerre mondiale, hein. Donc le train repart, et à gauche, l'autobus clair comme un nouveau départ. Et bien sûr, c'est dans la partie lumineuse que se trouve le couple et que s'arrête le couple. Ils s'arrêtent donc en chemin. Ils ne repartent pas dans la noirceur de ce voyage et laissent le train s'éloigner. Et ensuite, on a le parcours jusqu'à l'hôpital. Le bruit du train résonne et le quartier de la santé est commenté encore une fois par Antoine. Ils se retrouvent dans la cour des jardins de l'hôpital. Il y a une reprise du travelling, du plan séquence, un petit peu là, pareil, la caméra les suit, dans ce jardin-là du parc, et encore une fois, le son fait des écarts, puisqu'on entend la discussion des deux pensionnaires de cet hôpital qui font référence à la solitude qu'elles ressentent. Pareil, hein, c'est pas hasard, c'est une manière pour Agnès Varda d'aborder ce thème aussi, et pour Cléo de se confronter aux réalités de ce monde. Et là, dans ce jardin, dans cet espace hospitalier, la temporalité s'étire plus que jamais. Et elle se modifie. Il n'y a plus du tout de décompte, plus de course contre la montre, puisque Cléo passe de « nous avons si peu de temps » à « nous avons tout le temps ». Donc elle a gagné son éternité, elle a gagné le temps présent, donc l'éternité. Les deux jeunes gens en sursis ont gagné tous les deux leur éternité ici. La caméra zoom arrière, le cadre s'élargit, les horizons s'ouvrent, l'espace et le temps se libèrent, comme si cette chape de noirceur, de rituel, d'enfermement s'évapore complètement, jusqu'à, dernière étape, c'est le temps. Et en fait, finalement, elle ne craint même plus ça à la fin. Donc les peurs s'évanouissent, puisqu'elle n'a même plus peur du temps, donc plus peur du temps qui lui reste. C'est ça qu'elle gagne, finalement, par le contact d'Antoine, mais aussi par tout le trajet qu'elle a fait, tout le trajet géographique et intérieur pendant 2 heures. Du coup, la sentence du médecin est moins terrible que prévu, et Cléo reprend les rênes de son destin. Et on a l'impression qu'à côté d'Antoine, tout devient possible, même l'impossible, puisque sa mort avait été annoncée par la cartomancienne. Nous, spectateurs, nous sommes restés tout le long du film avec cette idée qu'elle va mourir, et finalement, la vie a apporté une autre réponse à cette sentence inéluctable. Le présent a ouvert une brèche de possible dans la figure de la symétrie, dans la figure de l'enfermement, dans la figure de la peur. Et donc, lorsqu'une brèche est ouverte vers tous les possibles, tout devient possible véritablement. C'est ce que nous dit Agnès Varda. Hein. Le couple est laissé sur place alors que la voiture du médecin s'en va. La cloche sonne, 19h. Et donc, Cléo de 5 à 7 se termine sur ce plan où Cléo est heureuse et elle dit « je n'ai plus peur ». Donc, c'est la plus belle fin qu'Agnès Varda pouvait offrir à Cléo, à cet
héroïne en prise avec des grandes questions existentielles et face à son destin et à sa propre mort. Non seulement elle rencontre la profondeur de son être, la profondeur de l'amour avec Antoine, mais également l'évanouissement de ses peurs face au temps qui passe. La question de départ posée par la cartomancienne, que faire de sa vie à l'annonce de sa mort, Varda y répond là superbement, puisqu'elle nous dit vivre. Et en vivant, la vie apportera d'autres réponses. La vie ouvrira le champ des possibles. C'est ce à quoi nous assistons à travers ces 2 heures magnifiques, ce parcours magnifique de confrontation au monde de Cléo. Et donc la vie répond à toutes les questions, puisque la vie permet à Cléo d'échapper à son propre récit et d'échapper à son cadre. La vie est une transformation, la vie est mouvement, et la vie est capable de changer son propre destin. Voilà la réponse qu'Agnès Varda nous livre comme un trésor à travers la vie de Cléo.